14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio pour cette dernière émission de l'année et nous allons passer 2 heures. 2 heures pour parler d'une sexualité sacrée. Alors certes, il y a la sexualité reproductive, celle qui est sans nul doute la plus représentative pour la majeure partie des êtres humains dans le monde, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est grâce à elle que nous sommes en vie. Et puis, il y a ce qu'on appelle souvent la sexualité ludique, qui permet de se faire du bien, d'avoir du plaisir. Et puis, on parle aussi parfois du sexe sacré. Et je vous propose justement qu'en cette fin d'année, avec Philippe Arlin, qui est sexothérapeute, nous parlions de cette sexualité sacrée. Et j'aimerais qu'on l'évoque un peu autrement que comme on l'entend souvent, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec le tantra ni avec le slow sex. Ce serait plutôt, au lieu de faire l'amour, d'être en amour. Ce serait se retrouver avec son amant pour se donner l'un à l'autre sans autre calcul que d'échanger des sensations dans une capacité de s'offrir, comme dans une même capacité de recevoir le plaisir que nous offre notre partenaire. Est-ce que vous êtes dans cette vision de ce que serait une sexualité sacrée? Si c'est le cas ou pas, d'ailleurs, venez témoigner. On en parle ensemble avec Philippe Arlin et notre numéro, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS et pour ça, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Dans la deuxième heure, on parlera également d'intelligence émotionnelle avec Christophe Hague qui nous évoquera ce que c'est déjà. Et puis, après 15 heures, je vous propose un tout petit peu de prévision astrologique. Qu'est-ce que les astres sur la question de la sexualité nous réservent pour 2026? Moi, je me suis un peu penchée. Voilà, je ne sais pas, Philippe Arlin, je sais que vous aimez aussi J'aime beaucoup l'astrologie, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez eu envie de regarder un peu J'ai regardé dans des grandes lignes, j'ai pas regardé du domaine de la sexualité. On en parle après 15 heures, parce que dans les grandes lignes, ça intéressera de toute façon tout le monde aussi. Alors, la sexualité sacrée, c'est quelque chose dont on parle depuis tout le temps, de toute façon, et c'est encore une fois quelque chose où on y met les mots qu'on veut y mettre, finalement. Qu'est-ce qui est sacré? Alors, souvent, et je l'ai déjà plusieurs fois dit ici à l'antenne, je m'oppose un peu à ce mot de sexualité sacrée parce qu'il laisserait sous-entendre qu'il y a dans la sexualité une dimension qui ne le serait pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle et qu'on a envie de parler du contexte dans lequel on peut rendre l'acte sexuel, quel qu'il soit, sacré, sans tout précieux, dans le sens... sacré, c'est reconnaître quelque chose, c'est l'investir d'une puissance. De la valeur, en fait. C'est lui donner de la valeur. Le sacre d'un roi, c'est reconnaître sa puissance, c'est reconnaître son pouvoir. Sacrer une sexualité, c'est reconnaître un contexte. Et là, je trouve intéressant qu'on puisse parler d'une sexualité qui vient sacrer la relation, qui vient poser sur la relation une valeur supérieure. Dans ce sens-là, elle serait sacrée. C'est pas tant l'acte que la réunion de ces deux individus et ce que ça dit de leur amour qui, je pense, est sacré quand on en comprend l'essence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la sexualité, on est du côté de l'amour, du côté du cœur, du côté des émotions qui s'échangent. On essaye de faire un avec son ou sa partenaire et la sexualité qui en découle est évidemment sacrée puisqu'elle vient sceller, identifier, marquer la nature de cette union qui réunit les deux individus. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est une vision tout à fait entendable de ce que serait la sexualité sacrée. Moi, je voulais aussi évoquer quelque chose qui va peut-être étonner les auditeurs, mais quand on travaille un peu sur la spiritualité, je parle pas de religion là, je parle vraiment de spiritualité. On voit bien que certains maîtres, dont Krishnamurti, qui fut d'ailleurs un de mes maîtres, parle de ce moment qu'on appelle d'ailleurs la petite mort, de ce moment de l'orgasme où c'est un moment où on sort un peu de son corps, et surtout moi ce que je trouve intéressant dans la jouissance, peut-être pas forcément dans l'orgasme, déjà dans la jouissance, c'est qu'on laisse un peu tomber l'ego.
Et peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui peut un petit peu faire comprendre aux gens en quoi la sexualité peut être sacrée. Et cette petite mort, c'est vraiment ça, puisque je suis moi aussi quelqu'un qui a lu Krishnamurti. C'est la petite mort de l'ego. C'est-à-dire ce moment où il n'est pas là. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de je, il y a nous. Et la conscience de ça serait ce moment sacré que la sexualité nous permet d'atteindre. Et donc on voit bien que dans ce cas-là, encore une fois, c'est pas la sexualité en tant que telle qui est sacrée, mais la sexualité qui se met au service de notre spiritualité, de notre développement intérieur. De la transcendance en quelque sorte. Voilà, du sacré de l'union des deux individus. Et Krishnamurti va jusqu'à dire, parce qu'il n'était pas très fan du monde occidental déjà à l'époque, dans les années début des années 60, c'est donc vous dire à quel point déjà le monde occidental était loin du sacré. Il disait, en fait, pourquoi la sexualité prend tant d'importance dans le monde occidental? Parce que c'est le seul moment où ils ont un peu accès à la transcendance, justement par la sexualité, par le sexe, quoi. C'est un entreaperçu des étoiles. Et c'est pour ça que moi j'aime autant le sexe et la sexualité, parce que je crois que c'est quand même dans ces moments-là que l'être humain peut toucher à une part de lui qui est forcément pure, quoi, au sens au moment de la jouissance. Après, la manière dont il va l'atteindre n'est pas forcément pure, on est d'accord. Je ne suis pas en train de justifier tout ce qui se passe. Et c'est peut-être là qu'interviennent, en tout cas, certains mouvements qui se définissent comme sexualité sacrée, où justement il y aurait une sexualité encadrée d'une certaine manière qui irait de pair avec ses pratiques. Elle est là, la différence. Oui, mais je crois qu'on est tous les deux tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on appellerait le côté sacré de la sexualité, mais qui en effet est complexe parce qu'on a vite fait de croire qu'il y a une manière de faire l'amour qui serait sacrée. C'est pas du tout ce que... Non, c'est une manière d'être à soi et à l'autre. Voilà. À ce moment-là. Et on peut très bien toucher ce sacré, même si on est avec un individu d'un soir, comme on ne peut ne pas le toucher, même avec un partenaire avec qui pourtant on a beaucoup enfin, c'est mon avis, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est ce moment où on est capable de se perdre sans cesser d'exister. Enfin, on va devenir un peu philosophique là. Mais se perdre dans le sens où il n'y a plus cette espèce de fixation sur moi, mon plaisir, mon. Il y a je suis, mais plus en termes de conscience de tout ce qui m'entoure, conscience de moi en tant que sensation, mais de l'autre, des sensations de ma partenaire et du monde autour de nous. Donc c'est une expérience un peu, allez, osons le dire, c'est presque mystique, mais en tout cas non, c'est une expérience qui me permet d'utiliser la sexualité pour une expérimentation de conscience, on va l'appeler une expérimentation de conscience. D'où la nécessité d'être un peu dans le lâcher-prise lorsqu'on est dans la sexualité, si on veut toucher ça, parce que si on reste toujours en train de contrôler ce qu'on fait, ou d'être en train de se regarder, ou de regarder l'autre, forcément on ne va pas atteindre ce truc-là. C'est à la fois plonger en soi sans perdre l'autre. Donc c'est extrêmement complexe. Je pense qu'on peut perdre l'autre. Oui, mais je pense qu'à ce moment-là, l'autre est là aussi. Oui, mais l'univers est là. L'autre au sens... Oui. Enfin, c'est pas plonger en soi dans se perdre en soi. Et donc, c'était pour moi une belle manière de terminer l'année, d'aborder cette question. Entre ces deux fêtes, c'est merveilleux. Voilà, parce que c'est finalement quelque chose qui est à la portée de tous, vraiment. C'est à la portée de tous. C'est juste, de se dire que c'est un peu de... Allez, on va dire ça, un peu de paradis qui peut nous être offert si vraiment on le prend juste pour ça, cette petite étincelle de quelques secondes qui va nous emmener dans un ailleurs qui nous éloigne de notre ego, du matériel, de tout ce qui est notre quotidien. On va voir ce qu'ils nous disent. Un vrai moment de présent. N'est-ce pas ? En tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, en cette fin d'année. Et dans un instant, c'est Jérôme qui va nous dire qu'est-ce qui est sacré pour lui dans la sexualité. Je crois qu'il a envie de parler de fidélité. Et pourquoi pas, on l'écoute dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin, sexothérapeute, je rappelle que vous pouvez également consulter par Zoom pour ceux qui auraient besoin de vos conseils. Est avec nous, on parle de sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est que ça? Et Jérôme, merci de commencer cette émission avec nous et on vous écoute. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Alors je ne sais pas si mon exemple va être dans la thématique, parce que sexualité sacrée, ça me parle sans me parler, mais toutefois je veux bien donner notre exemple, à mon épouse, à moi-même. Bien sûr. Voilà. Allez-y, Donc, on vous écoute, oui. En gros, pour faire simple, nous on s'est connus, on avait 15 ans au collège, on est toujours ensemble, on en a 47. Moi, pour ma part, je n'ai jamais fait d'infidélité et j'espère qu'elle en a fait de même. Et on va dire qu'après 2 enfants suivent, une sexualité, une vie de couple normale, tout ce qui est à peu près normal, ou classique en tout cas. Et puis, il y a quelques années, j'ai 5-6 ans, quelque chose comme ça, on se découvre, j'avais déjà d'ailleurs appelé pour une émission un peu sur cette thématique-là, on se découvre une appétence pour le naturisme et un peu de libertinage. Habitant pas très loin du Cap d'Agde, donc c'était pas très compliqué pour nous. Et puis on y a pris goût. Pour le coup, on a notre petite visite annuelle au Cap. Je dirais presque qu'on s'en passerait plus, parce que ça nous a ouvert l'esprit, etc., etc. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est peut-être du coup ce qui est en lien avec le côté sacré. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est plutôt ouvert d'esprit. On est beaucoup dans l'échange, elle et moi, et beaucoup de communication entre nous deux. Et même si au Cap, on adore le côté, on va dire, journée avec la partie naturisme, et on adore également la partie plutôt nocturne, où il y aura des soirées plutôt rigolotes, branchées pour la musique, pour l'extravagance de certains, ou le côté festif, vestimentaire, etc. Festif, voilà. Mais toutefois, dans ce côté-là, on n'est pas attiré pour aller se mélanger, on va dire. Donc le côté libertinage, nous, on l'aime plutôt en côte-à-côtisme, en voyeurisme, on l'appellera plutôt comme on veut. Et ce qui est marrant, c'est que elle comme moi, on est ouvert et on a tendance pas à pousser l'autre, mais à dire à l'autre moi j'ai pas envie de participer à quoi que ce soit, mais fais si tu veux, va si tu veux. Et finalement, je tiens ce discours-là pour elle et elle tient ce discours-là pour moi. Et c'est rigolo parce que chaque fois quand on en reparle, aucun n'a en fait envie d'aller plus loin. Et ce qui est rigolo, alors est-ce que c'est pour nous notre relation elle est sacrée, c'est-à-dire qu'on est capable de s'ouvrir sur plein de choses, mais pas là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la sexualité sacrée. Ce qui est possible, en tout cas c'est la première explication qui me vient, ce qui est possible c'est que le fait d'aller dans ces endroits-là où il y a une ouverture, une excitation, une possibilité de voir des choses qui ensuite forcément titillent votre libido, fait que le passage à l'acte n'a pas de sens pour vous. Parce que justement, vous êtes ensemble depuis le début. J'ai cru comprendre que vous avez peut-être connu personne d'autre. C'est ça. Donc c'est un lien très fort et vous auriez l'impression, si jamais il y avait du tiers, si je puis dire, un autre corps qui rentrerait dans l'un ou l'autre de vous deux, ça casserait ce côté sacré que vous mettez à votre sexualité. C'est peut-être ça. C'est pour ça que finalement ça m'a pas... Oui, pardon. Moi j'ai l'habitude de parler en termes de langage. Et là je vois bien que la sexualité c'est un langage qui vous réunit tous les deux. Et que tous les deux ça vous appartient à vous. C'est presque... Le fait de ne l'avoir utilisé avec personne d'autre rend ce langage sacré. Vous savez, c'est un petit peu comme, justement, ces langues qu'on va s'inventer quand on est gamin pour parler avec quelqu'un. Il n'y a que nous qui la comprenons. Et ça crée quelque chose d'extrêmement complice, d'extrêmement riche. Et donc, ce langage que vous avez entre vous deux, qui est la sexualité, que vous ne partagez qu'entre vous deux, si vous commenciez à le partager avec d'autres, c'est un peu comme s'il se viderait de sa substance entre vous.
Oui, peut-être, ouais. Donc du coup, c'est même pas une réflexion d'il est sacré ou qu'il est pas sacré. Il nourrit et il n'existe qu'à travers votre couple. Il fait couple avec vous. Et ce qui est malin, c'est d'avoir su justement Le nourrir par des tas d'autres qui ne rentrent pas dans la sphère sacrée de votre intimité. de votre couple. Comme s'il y avait une bulle qui vous met tous les deux dans du sexe, et puis il y a, à travers la vitre de la bulle, vous voyez des choses qui permettent de nourrir votre sexualité. Vous lisez, vous enrichissez votre vocabulaire, mais ça reste votre vocabulaire à tous les deux. Oui, c'est ça. Et pourtant, j'étais plutôt de nature jalouse, on va dire, au début. Et puis avec le temps, on apprend à y être moins parce que après ça peut devenir toxique, maladif, voilà. Et encore cet été, quand on y était, je me rends compte, bon c'est pas de cet été, mais finalement c'est un bon exemple à cet été, que la jalousie elle apporte rien et que finalement c'est tellement beau de laisser les gens sans barreaux entre guillemets, j'ai pas de mots qui me viennent là, mais j'ai le souvenir de Sylvie, on était dans un bar restaurant latino, ça dansait la salsa, elle était allée danser avec le prof de salsa qui était là, qui dansait magnifiquement bien, et forcément au Cap les tenues sont toujours un petit peu light, et elle dansait, je pense que la moitié des hommes verraient leurs femmes danser comme ça et dans cette tenue-là avec d'autres mecs qui deviendraient cinglés, mais finalement c'était beau. À quoi bon ? C'était beau, et puis à quoi bon ? Oui, mais la confiance, il y a tellement de confiance entre vous que vous ne vous sentez pas en danger. La jalousie, elle survient lorsqu'on se sent en danger. C'est un sentiment dont on n'a pas la possibilité de contrôler, la jalousie. Mais elle vient souvent quand on a une mauvaise estime de soi ou quand on se sent en danger. Donc là, vous n'avez aucune raison de vous sentir en danger. Ouais. En tout cas, si ça peut servir à certains, voilà, moi, mon petit témoignage. Voilà, moi je changerai pour rien ce qu'on a fait et ce qu'on a vécu, et je trouve ça tellement beau. Il faut continuer. Il faut continuer justement. Et voilà. Faut encore plein de capdac qui vous nourrissent tout en vous réunissant. Exactement. Voilà, donc je sais pas, je pense pas qu'on soit purement dans le thème sexualité sacrée. C'est pas grave. Je suis de manière un peu religieuse des émissions de Brigitte, donc j'en ai déjà entendu un peu parler. Ça aussi c'est sacré. Ça aussi c'est sacré, voilà. Ah, Sainte Brigitte. Sainte Brigitte, voilà. Arrêtez, ça suffit. Je voudrais bien ne pas terminer l'année en étant sacralisé. Canonisé. Voilà, donc vous avez bien compris que je pense que j'étais un peu à côté de la thématique. Pas vraiment, parce que pour vous, ça a quelque chose de sacré. C'est-à-dire que si demain, excusez-moi de le dire, mais parce que c'est pas du tout ce que je pense, vous découvrez que votre femme a un amant depuis 3 mois, je pense que vous seriez en enfer, là. C'est exactement ça. On en discute assez librement, elle comme moi, voilà. Je découvrirais ça. Enfin, moi, ça m'irait pas. Alors qu'à l'inverse, au Cap, elle déciderait de justement passer un cap parce que la soirée lui plaît, etc. Moi, ça ne me dérangerait en aucun cas qu'elle passe du bon temps avec d'autres. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est clair dans ma tête, qui est clair dans la sienne. Oui, mais enfin, c'est ce que vous dites. Oui, je pense, mais c'est pas un reproche. Je pense que justement tout ça fonctionne bien parce qu'en même temps, il y a une liberté qui permet de se laisser ressentir les choses. Donc elle a pu aller danser très librement avec cet homme, et en même temps elle a la même chose que ce que vous avez. C'est pas un interdit, justement, c'est une appartenance, et c'est très différent, qui fait que elle profite tout en sachant sa propre limite, qui du coup n'est pas une limite mais une acceptation. Voilà. Mais pour compléter ce que disait Brigitte, voilà, si demain, elle comme moi, on devait aller plus loin dans une soirée X, Y, peu importe, en tout cas, moi, je ne verrais pas ça comme une trahison. Alors que si je découvrais qu'elle a un amant depuis 6 mois ou depuis 3 ans, ça serait ensemble. Bien sûr. Oui, bien sûr. Qui segmente bien les choses, quoi. Voilà.
Mais si, vous savez, Jérôme, qu'importe ce qui va advenir de votre couple, l'important c'est que vous avanciez dans la même direction. Ce qui est difficile, c'est quand il y en a un des deux qui va avoir envie de quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que l'autre a envie. Mais là, tant qu'on avance dans la même direction, ce qui est largement votre cas depuis le début, il n'y a aucun problème. Oui, je pense. C'est toute la difficulté, évidemment, de la sexualité d'un couple, parce que parfois, c'est pas tout à fait sur la même. On n'avance pas de la même manière. Mais là, dans votre cas, pour l'instant, on voit bien que c'est totalement au diapason. Et en ce sens-là, c'est sacré, parce que vous vous retrouvez sur le plan de vos ressentis, de vos émotions, de l'amour, de la sexualité. Donc vous êtes vraiment unis au sens sacré du terme. Voilà. L'épanouissement, je pense, de chacun, quoi. Exactement. Merci beaucoup de ce témoignage, Jérôme. On va continuer dans un instant. On va écouter Pascal, qui est inspiré par le sujet, et on verra ce qu'il a envie de nous raconter. Puis vous aurez un petit love conseil. Justement, tiens, on y revient. Les dangers de la jalousie. On en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement, Jérôme en parlait il y a un instant, Philippe Arlin, on va revenir sur ce Love Conseil, on va parler des dangers de la jalousie, parce que jaloux, oui, c'est très fréquent, mais quand on est trop jaloux, bonjour les dégâts. Alors bien souvent, les grands jaloux ont une angoisse viscérale d'être abandonnés et parfois ils s'en sont même pas conscients et donc ils vont développer un comportement assez possessif. Et alors, il faut bien comprendre que ça s'inscrit souvent dans l'enfance, dès le plus jeune âge, par exemple au stade oral, d'où le fait que les très bons amants ont souvent une oralité très développée. Alors, c'est moins agréable si la jalousie va se manifester de manière anale. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt dans le contrôle, avec un besoin d'emprise, quand on est plutôt dans ce stade-là. Et le grand jaloux, généralement, ne supporte pas que tout ce qui est en dehors de la relation conjugale, c'est-à-dire tout ce qui sort de la relation de couple. Et ça peut poser de vrais soucis, même sur le plan professionnel, parce qu'on peut être jaloux d'un collègue, d'un ami, voire même de quelqu'un de la famille. Donc, méfiance, quand on rencontre quelqu'un qui a tendance à être jaloux de nos proches, en quelque sorte, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Et il faut l'aider à se reconstruire en l'aidant à apaiser son angoisse d'abandon, en l'aidant à s'aimer lui-même. Mais ça, c'est pas forcément le partenaire qui est le bon thérapeute. Je vous vois. Oui, c'est compliqué d'être le thérapeute de son partenaire parce que déjà rassurer est très difficile quand on a quelqu'un de jaloux en face. Parce que l'essence même de ce qui rassure n'est pas dans la rationalité, et c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est jaloux, c'est pas forcément des preuves qui vont l'apaiser, c'est tout autre chose. Et en plus, le fait qu'on le rassure, il va se dire si on veut me rassurer, c'est peut-être que j'ai raison. On cache quelque chose. Donc, des fois, ça déclenche quelque chose de pire. Voilà, donc comment réagir quand on est face à quelqu'un qui est jaloux de manière un peu excessive ? Alors d'abord, n'attendez pas de ne plus le supporter pour agir. Il faut dès le départ prendre en compte la situation, constater, ne jamais vous mettre à mentir par omission sous prétexte de le protéger ou d'éviter une scène. Il faut plutôt rester indifférent. Rassurez-le bien sûr sur le fait que vous l'aimez, mais faites tout pour qu'il se rende compte qu'il est en train de vous poser des tas de questions et que son comportement est excessif. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra peut-être se dire oh là, il faut peut-être que j'aille consulter quelqu'un, il faut peut-être que parce que sinon vous allez commencer à rentrer dans son jeu, si je puis dire, et là j'allais dire la toile d'araignée se tisse autour de votre couple et on ne s'en sort plus. Et je rappelle quand même que malheureusement dans les féminicides, il y a souvent une jalousie maladive à la source. Mais quand c'est vraiment maladif, le problème c'est qu'on n'arrive pas à la remise en cause du jaloux et donc le jaloux ne fera pas la démarche de se remettre en cause. Donc là, il faut faire attention. C'est effectivement ces cas-là qui peuvent déraper sur des choses graves. Voilà, donc toute personne qui vous fait des scènes de plus en plus fortes, danger, vraiment danger. Oui, ça ne se calmera pas.
En tout cas, vous n'aurez pas le pouvoir de le calmer. Voilà, donc c'est vraiment lui faire prendre conscience. Et si vraiment il se met en colère ou ne veut pas prendre conscience, moi j'ai tendance à dire qu'il faut peut-être s'en aller. Hein. Et alors c'est très étonnant parce que parfois, quelqu'un qui n'a jamais été spécialement jaloux va devenir jaloux avec tel ou tel partenaire parce que ça va réveiller en lui quelque chose de sa propre histoire, évidemment. Il y a des relations qui sont plus insécurisantes que d'autres. Mais ceux-là peuvent l'entendre et du coup, comme ils n'ont pas été jaloux avant ou moins, seront plus à même de travailler dessus et de comprendre ce qui les insécurise dans la relation. Et là, il y a vraiment, parce que moi ça m'arrive de travailler ça avec certains couples, il y a vraiment des solutions et on arrive vraiment à construire une relation plus apaisante une fois qu'on a compris ce qui c'est l'autre, dans le comportement de l'autre, naturellement m'insécurise. Exactement. Alors, on avait un auditeur de prévu qui malheureusement n'est pas là. C'est pas très grave. On va en profiter, tiens, justement pour faire un petit peu Madame Irma. Hein, moi j'aime bien quand vous faites Madame Irma. Vous êtes d'accord? Dites-moi mon avenir, Brigitte. Alors, moi j'aimerais déjà d'abord commencer par ce qui s'est passé en 2025. On a constaté que de plus en plus, notamment chez les jeunes, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Il y a de moins en moins d'engagement. C'est la première année d'ailleurs où on a moins fêté la Saint-Valentin. En 2025 par rapport aux années précédentes où on fêtait de plus en plus. Bref, ce qui est intéressant, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on a Pluton et Uranus qui vont qui sont ensemble. Et moi j'ai beaucoup étudié Pluton en astrologie. C'est quand il est rentré en Scorpion qu'on a découvert le SIDA. C'est quand il est rentré en Sagittaire qu'on a découvert la trithérapie, etc. Donc Pluton, il a évidemment un rapport fort avec notre sexualité. Vous êtes d'accord évidemment avec ça? Très fort puisqu'il est un des deuxièmes maîtres du Scorpion, voilà, qui est le signe de la sexualité. Et donc, avec Uranus, forcément, ça va développer encore plus, je pense, les jouets connectés. Et il me semble qu'on va aller de plus en plus vers des amours virtuels, l'IA. De toute façon, ça va pas surprendre grand monde, cette prévision. Et peut-être qu'on va, en 2026, commencer à inventer les premiers vrais robots sexuels. Il me semble que, en tout cas, Pluton-Uranus, ça me paraît être assez... on va avoir les lunettes VR, donc de réalité virtuelle, et je pense que tout ça va... De toute façon, c'est déjà là, c'est en train d'apparaître, et donc Mais ça va sait... s'accélérer grâce à cette conjonction Pluton-Uranus. Pluton, c'est la sexualité. Uranus, c'est les révolutions, c'est l'invention. Et puis, dès que la modernité touche quelque chose, il est rare que la sexualité ne s'en empare pas. C'est d'ailleurs la première qui s'en empare, en règle générale. Donc, il est évident que la réalité virtuelle qui aujourd'hui vous permet de faire certains jeux ou de vous promener ou de visiter des trucs, je pense, et c'est déjà le cas, ça existe déjà, va vous amener d'ici peu de temps à vivre des sensations fortes et sexuelles et sexuées, d'abord à travers des lunettes de réalité virtuelle, et je pense, et déjà certains y travaillent, à travers des combinaisons qui créeront des sensations au niveau du corps, etc. Ce qui, moi, en tant que sexothérapeute, m'effraie un peu, mais... c'est pas terrible, mais après tout, pour certains, ce sera mieux que rien. On va le dire comme ça. Et puis sinon, il y a Saturne qui est conjoint à Neptune. Alors, c'est tous les 35 ans. La dernière fois, c'était en 89-90. On a vu ce qui s'était passé, l'écroulement du communisme. Ça donne souvent une inversion des chimères, des paradis un peu artificiels. Saturne limite, Neptune apporte la démesure, donc ça va être un petit peu compliqué aussi pour l'esprit des gens d'avoir envie d'un monde meilleur et en même temps de se sentir avec des interdits. Ça va être peut-être un peu compliqué. Voilà, moi ce que j'avais envie d'en dire. Et vous, Philippe Arlin, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Justement, quand je reviens sur la chute du mur, ce mur, c'est Saturne. C'est vraiment la raideur de Saturne qui est bousculée. C'est-à-dire que les frontières qu'on s'impose à soi comme aux autres ne peuvent pas tenir éternellement. Et Neptune, qui est la force, quelque part la force de l'eau, la force des émotions, la force des rêves, Neptune pourrait bien faire sauter quelques frontières. Et j'y vois, moi, quelque chose de positif parce que... c'est une limite qui va mais sauter. Là où vous avez raison, puisque c'est en Poisson, et Neptune est mieux en Poisson que Saturne. Donc bien sûr, forcément, Neptune peut l'emporter sur Saturne. C'est la fin d'une raideur, c'est la fin d'un mur, et je ne sais pas lequel s'écroulera. Mais j'espère que ce mur était un mur qui mérite de tomber.
En tout cas, c'est peut-être une bonne nouvelle pour 2026, mais on verra bien. De toute façon, moi j'ai toujours trouvé que l'astrologie était passionnante pour donner du sens à des choses qui nous sont arrivées. La prévision en astrologie, méfions-nous. Hein. Ou alors en comprenant la notion, il y a une notion en astrologie qu'on oublie et qui est intéressante, y compris pour notre vie de tous les jours, c'est la compréhension des rythmes et des saisons. Il faut bien savoir que l'astrologie, elle est d'abord, et c'est une évidence, née de l'observation du ciel, mais surtout de l'observation des saisons pour pouvoir anticiper le moment de semer, le moment de récolter, etc. Et ce rythme permanent qui, malgré tout, continue depuis la nuit des temps. Voilà, à nous bercer, est intéressant parce que les choses se répètent. On entend aujourd'hui, tout le monde nous dit, mais là, c'est l'histoire qui se répète, on se retrouve comme avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un peu les mêmes schémas. Ok, pourquoi pas? Voyons au niveau astrologique ce qui se passe. Est-ce que ça se reproduit maintenant ou dans quelques années? Et voilà, je trouve intéressant de regarder quand tel alignement se faisait, c'était quoi? C'est un peu comme dire, bah voilà, au printemps dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu semer, on a pu truc, bah tiens, il y a le printemps qui revient, regardons si ça rend les choses de nouveau possibles. Et je pense que c'est surtout ça, l'astrologie, avant d'être quelque chose qui nous prédit ou nous condamne dans un destin qui aurait été tissé ailleurs par quelqu'un. Rassurez-vous, vous avez toujours votre libre arbitre. On fait une petite pause et on revient sur la sexualité sacrée avec Julien, qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous. Nous revenons sur la sexualité sacrée avec vous, Julien. Merci d'être avec nous. Bonjour. Philippe, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Mais je vous en prie. Nous sommes ravis de vous écouter. Et justement, alors vous êtes en couple depuis 18 ans, hein, c'est bien ça? Ouais, 18 ans passés, ouais. Mm-hmm. Ça fait un peu plus de 18 ans. Ça fera 19 ans en début d'année prochaine. Ça fait 18 ans de vie commune ce mois-ci, là. Et donc, comme j'avais dit à Corentin qui m'a gentiment accueilli, c'est depuis le début, on s'est, je sais pas, autant pour ma compagne que pour moi, on s'est trouvé comme deux âmes sœurs, en fait. Et tout s'est très très bien passé dès le début et depuis ce début. Donc voilà, et ce que ça m'a inspiré, c'est le fait de parler de sexualité sacrée. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'amour. Le fait d'avoir énormément de sentiments, au plus les sentiments ont été grands, au plus l'acte était dans cette dimension quoi, de sacré. Et alors, ce qui est intéressant, oui, bien sûr, quand on parle d'amour, on est souvent proche de ce qui pourrait être le sacré. Dans le sens général, l'amour, ça fait partie surtout dans la chrétienté, en tout cas, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il me semble comprendre que dès le début, il y a eu une bonne alchimie corporelle entre vous. Ouais, c'est vrai, on s'est très très bien entendu, très très bien accordé dès les premières fois. Hein. C'est vrai, autant pour elle que pour moi, on avait eu chacun notre tour des expériences passées et on a ressenti quelque chose de différent quand on a pratiqué ensemble. Quoi. Comme si c'était, une rencontre d'âmes sœurs. Hein. Ouais, vraiment. Et ça s'est intensifié, je vous dis, au plus les sentiments se sont installés. C'est la mère de mes enfants, elle est tout pour moi. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, quand on cherche un moment un peu plus intime, comme on a des enfants en bas âge, on choisit plutôt le week-end love room. Et là, on se retrouve vraiment que tous les deux dans un endroit où on est vraiment dans l'intimité, nous. Et pas d'enfants, on peut se lâcher prise un peu plus et le temps d'un petit week-end en amoureux vraiment que nous. Et là, c'est encore plus extraordinaire. Donc vous êtes capable, et ça c'est magnifique, mais vous êtes capable de garder et de créer ces instants privilégiés pour vous retrouver tous les deux, parce qu'il faut bien le dire, ce qui perd beaucoup de couples, c'est le quotidien, mais dans le mauvais sens du terme, parce que le quotidien, ça veut rien dire. Le quotidien, s'il est bien géré, il n'a pas de raison de tuer le couple. Il faut maintenir des priorités et il faut garder en cap le fait de faire couple. Et si on ne peut pas faire couple
très régulièrement, eh ben oui, c'est important de s'organiser des moments comme ça un peu exceptionnels, complètement consacrés l'un à l'autre. Et c'est aussi ça qui va permettre aussi de vivre le côté sacré de votre relation, cette communication profonde que vous avez, mais de s'accorder du temps, plutôt que de le voler entre deux portes. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on ne le fait pas non plus 3-4 fois dans l'année. C'est juste 24 heures, on part le samedi en fin de matinée, on revient le dimanche matin. Oui, mais c'est ce moment-là peut-être qui est particulièrement sacré. Qui soude. Dans votre vie intime, vous voyez, c'est peut-être justement parce que c'est aussi rare que c'est encore plus sacré. Exactement, parce qu'on va commencer par un après-midi spa ou massage, un bon repas au restaurant, et ensuite on finit dans la love room, et là on y passe une partie de la soirée, de la nuit, même à recommencer, chose qu'on ne fera pas à la maison, mais là on peut se remettre au lit et recommencer plusieurs fois, et voilà, c'est ça qui est extraordinaire aussi, quoi. Mais si vous faisiez ça tous les week-ends, ça n'aurait plus le même sens non plus. Non, ça c'est certain. Et ça, je trouve intéressant votre témoignage là-dessus, parce que justement, c'est ce que vous programmez de rare qui rend aussi les choses sacrées. Oui, complètement. Parce qu'en plus, c'est pas, c'est très ponctuel, et c'est pas, on choisit pas le mois, c'est pas tous les mois de février qu'on y va, ou, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quand on peut s'autoriser ce moment-là, peu importe le week-end, dès qu'on peut y arriver, on s'organise ce petit escapade en amoureux, et on part pas loin de la maison, c'est pas la question d'aller loin, c'est juste voilà, la question c'est ça. d'être ensemble. C'est pas la distance. Ouais, exactement, et on se retrouve ce moment-là, comme je vous dis, c'est à peine 24 heures, mais c'est ce temps-là qu'on passe vraiment entre nous, sans la maison, sans les enfants, sans le quotidien, qui fait que quand on se retrouve là, après cet après-midi détente ensemble, après ce repas au restaurant, c'est comme si on retrouvait nos 20 ans, et ouais, c'est extraordinaire, quoi. Et vous le programmez longtemps à l'avance ou pas? Non, c'est vraiment parce que moi j'ai un travail j'ai des astreintes, donc je travaille des fois le week-end. Ça va être compliqué par rapport aux 3 enfants pour les faire garder. Et c'est quand on a l'occasion d'eux, on saute sur l'occasion. Je cherche vite fait une love room, pas très loin de la maison, et puis on s'organise ça, on décolle et on y va, quoi. Et c'est vous visiblement qui êtes toujours celui qui va décider par peut-être. J'allais dire, ouais, c'est souvent moi qui organise, qui fait du coup la surprise par la même occasion. Ah bah c'est bien. Et elle a jamais refusé de venir. Ah non. Ben voilà. Souvent, elle se doute, mais elle ne sait pas où on va, elle ne sait pas ce qu'on va faire. Et j'alterne entre le massage complet avec des pierres chaudes ou un spa, où c'est jamais la même chose, c'est jamais le même restaurant, et c'est jamais 2 fois la même love room. Bon. Et vous voyez, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un sas de décompression, si je puis dire, entre le moment où vous quittez donc votre vie de parents, votre vie avec tout le quotidien, etc., et le moment où vous allez vous retrouver pour faire l'amour. Il y a en effet ce moment de détente, de lâcher prise, des corps qui se retrouvent, quoi. Et pourtant, même si on se connaît, je vous dis, depuis toutes ces années, ça reste un moment unique, vraiment unique, quand on arrive à s'échapper pendant le temps d'une soirée, le temps d'une nuit. Et c'est juste extraordinaire. Autant pour moi que pour ma compagne, c'est fantastique. Bravo, parce qu'au bout de 18 ans, de continuer à avoir envie et à programmer, parce que comme je le dis souvent, et ça c'est un des grands défauts de beaucoup de gens qui croient que la sexualité, au fil des années, ça reste quelque chose de spontané. Non, il faut se donner des rendez-vous. Oui, complètement. Et c'est extraordinaire parce que on se plaint que la sexualité peut aller en se délitant, mais pour autant, si on propose de la programmer, là, ça devient un crime de lèse-majesté. Mais non, ça doit être spontané. Mais justement, la spontanéité dans le quotidien, elle n'est pas toujours possible. Avoir envie à un moment où... C'est tout à fait ça, c'est vrai. Bah oui, vrai. donc programmer, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on oublie comment on a commencé nos relations.
tout était programmé. On programmait les moments où on allait se retrouver. Et c'était des moments qui allaient être des moments de sexe. On n'a fonctionné que dans la programmation. Ce qui nous excitait, c'était l'idée de retrouver l'autre tel jour. Mais si on a le malheur de créer ça dans le couple, tout d'un coup, ça devient pas naturel. On ne programme pas le rapport sexuel. On programme le fait de se retrouver dans l'intimité avec l'autre. Et ça... Ça, c'est formidable et c'est ce qui générera l'envie d'avoir de la sexualité. Donc oui, il faut programmer. Quand on est parent, l'acte spontané devient très compliqué, quoi. Oui. Il est même risqué quelquefois. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. On va pas juste se contenter de les envoyer au lit et Non. passer à l'acte alors parce qu'on en a envie. Donc on est obligé d'attendre qu'ils soient bien endormis ou qu'ils soient pas là ou voilà. on organise ces week-ends-là. Donc c'est vrai que la spontanéité, d'un coup, oui, elle est plus trop là. C'est pas quand on a envie, c'est quand on peut. Oui, exactement. Mais excusez-moi, c'est aussi l'histoire des amants et des maîtresses qui se retrouvent. Ils se retrouvent quand ils peuvent. Ouais. Comme par hasard, là, ils ont envie. Pourtant, c'est programmé. Donc, tout va bien. C'est juste une vue de l'esprit. Et puis, j'imagine qu'après ces 24 heures d'intensité charnelle, ça vous laisse des souvenirs pour quelque temps. Hein? Ah oui, ça parfume le quotidien. On devient complètement détendu et je peux vous dire que la semaine qui suit, elle se passe extraordinairement bien. Merci de votre témoignage, et Julien, parce que ça peut peut-être donner des idées à d'autres qui n'ont pas compris qu'on pouvait programmer et que ça avait tous ces avantages. Alors, j'ai prévu une petite devinette un peu longue aujourd'hui, mais elle me fait sourire celle-là, et vous pourrez peut-être trouver la réponse. Alors, c'est une femme qui a 50 ans et qui doit subir une grave opération du cœur. Et puis, elle demande à Dieu qui la rassure et qui lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, il vous reste encore 40 ans à vivre. Franchement, ne vous inquiétez pas. » Donc, elle sort de cette opération en vie, hein, bien sûr, et donc elle est décidée de bien profiter de toutes ces années. Parce que s'il lui reste encore 40 ans à vivre, autant rester belle. Donc elle va faire un lifting, elle va se faire refaire les seins, elle fait tout ce qu'elle peut pour être très très belle. Et un mois plus tard, elle se fait écraser par un camion. Alors, elle est assez en colère quand elle se retrouve face à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui répond ? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, pour ce 26 décembre, nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Merci d'être venu. C'était pas facile de trouver quelqu'un qui était d'accord pour venir aujourd'hui. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous ? Donc j'apprécie. Merci beaucoup Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et que vous consultez également par Zoom. Alors on va commencer par la réponse à ma devinette qu'évidemment vous n'avez pas. Non. Je ne parle pas à la place de Dieu. Non, moi je vais parler à la place de Dieu. Je n'ai aucun respect. Je suis bien d'accord. Mais on est en pays laïque, il me semble. Hein. Il paraît, oui. J'espère qu'on va le rester. Bon, alors, donc, c'est une femme de 50 ans qui subit une grave opération du cœur, mais Dieu l'a rassurée puisqu'elle va rester encore en vie 40 ans. Donc, bien décidée, après cette opération, de profiter de sa nouvelle jeunesse. Elle a fait un lifting, elle s'est fait refaire les seins, elle s'est fait une vulvoplastie. Enfin, bref, etc. Elle est de compétition. Elle est de compétition, absolument. Et puis, un mois plus tard, pourtant, elle se fait écraser par un camion. Alors, elle arrive au paradis quand même, malgré toutes ces opérations esthétiques. Et elle est très en colère parce que franchement, elle pensait qu'elle en avait encore pour 40 ans pour profiter de ce nouveau corps. Et donc, elle dit à Dieu, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Si Dieu se trompe dans ses prévisions, où est-ce qu'on va ? Et Dieu la regarde et il dit, désolé, mais avec toutes ces opérations, je vous avais pas reconnu. Voilà. Mais moi, ça me fait rire. C'est tout, ça me fait rire. Mais c'est vrai que je suis assez bon public. Oui. Absolument. Non, mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Oui. D'accord. Oui. Bon, j'aurais pu la transformer en transgenre. Ça aurait été encore plus drôle. Oui. Et puis ça aurait été d'actualité. Oui. Mais bon, allez. Alors, je vous avais annoncé des prévisions astrologiques après 15 heures, mais on les a faites après le Love Conseil parce que justement, on avait un petit souci. Et c'est ça le direct. Si vous voulez écouter
écouté ces petites prévisions qu'on a faites, très intéressantes d'ailleurs, hein, je trouve, eh bien vous pouvez réécouter en podcast, c'est après le Love Conseil, et donc vous entendrez ce qui vous attend pour 2026, mais je vous rappelle que ce qui vous attend, c'est aussi ce que vous allez faire, hein, parce qu'on a son libre arbitre, et ça c'est vraiment important de le rappeler. Bonjour Lily. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Lily. Je suis vraiment très contente de passer à l'antenne avec vous, Brigitte. Vraiment, je vous adore. J'adore votre émission. J'essaie de l'écouter tous les jours. Et je trouve que ça apporte tellement de bien-être. Vraiment, je vous remercie pour tous vos intervenants et tous les sujets que vous abordez. On s'y reconnaît, en fait. Ah bah, c'est gentil. Et puis, c'est vrai que je remercie aussi tous mes invités qui sont choisis. Hein. Je fais attention d'avoir des gens en qui j'ai confiance et qui sont capables de parler de tous les sujets qu'on aborde. Et puis, merci à vous tous, parce que c'est vos témoignages aussi qui nous font avancer. Donc, on forme une très, très belle famille. Et on va repartir parfaitement bien pour l'année prochaine, sans problème. Et donc, Lily, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Alors, en fait, moi, je voulais, sur le sujet du jour, vous parler un peu de mon expérience sexuelle, en fait. Moi, j'ai connu la sexualité donc avec un petit ami qui est devenu donc mon mari encore maintenant. Donc, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Donc, on peut dire que... Pour moi, la sexualité était sacralisée parce que pour moi, je me voyais toujours faire qu'avec lui et c'était impossible de penser à autre chose. Ça, c'est très intéressant ce que vient de dire Lily. Hein. La sexualité était sacralisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça montre à quel point, pour vous, on ne fait pas n'importe quoi dans la sexualité. Dans le domaine de la sexualité, oui. En tout cas, pas avec n'importe qui en plus. Voilà, exactement. Et puis, en fait, il y a 3 ans, en fait, on a eu besoin d'un renouveau dans notre couple. Mm-hmm. Donc, malgré les nouveaux jouets, les vidéos et tout, en fait, on s'est dit, on a envie d'un nouveau souffle. Mm-hmm. Et en fait, on a voulu s'inscrire sur un site. Et en fait, là, on a découvert un nouveau monde, le libertinage. Et en fait, ça nous a fait du bien. Et... ça nous a ouvert à des perspectives. En fait, on n'aurait jamais pu penser que ça allait nous plaire autant, en fait. Et c'est ça qui nous a surpris. Et aussi, ça nous a ressoudés dans notre couple, de connaître des gens avec qui pouvoir parler de sexualité sans que ça devienne un tabou. Et bien, voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, je reviens à ce que disait Philippe Arlin en début d'émission, où il disait il ne faut pas sacraliser la sexualité, mais il y a du sacré dans la sexualité. Et on voit bien que vous n'auriez pas pu imaginer, il y a 10 ans, par exemple, que vous puissiez faire ça, et puis pourtant, vous le faites, et ça apporte une dimension nouvelle à votre histoire et à votre sexualité. Donc on voit bien... Exactement, oui. Et vous le faites avec peut-être encore plus d'amour pour votre partenaire, même si pourtant oui, il y a... Justement, j'ai remarqué en fait que... parce qu'il y a toutes sortes de sexualité. Et en fait, avec les amis qu'on s'est fait, en fait, on a des sujets de discussion. Et même, ils nous font connaître donc autre chose, en fait, qu'on n'aurait jamais osé faire. Mais malgré cela, en fait, on est vraiment... on reste respectueux, en fait. Et je me dis que la sexualité, même si on l'a ouverte à d'autres, pour moi, c'est toujours sacralisé de le faire avec des gens qui sont respectueux et qui sont dans nos valeurs de respect... Et qui tiennent compte de votre couple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui nie votre couple, bien au contraire, c'est cette liberté qu'il y a donnée par le couple d'avoir une sexualité plus riche, mais elle reste dans le couple. Et ce qui va amplifier l'amour, c'est cette liberté qu'on se donne. Ça nourrit l'amour, c'est-à-dire parce que mais ça détruit la possession. Ça détruit la possession, voilà. Et du coup, quand on est libre comme ça, pourquoi s'en aller ? Parce que le problème de la possession, c'est que ça rend intolérant.
Ça ferme. Ça ferme. Et là, dans ce que vous avez découvert, alors tout le monde ne peut pas le découvrir à n'importe quel moment, enfin tout ça est complexe. Ou le découvrir à travers autre chose. Mais ce que vous avez découvert, c'est une sorte de tolérance à ce qu'est l'amour au sens d'élan vital, de l'amour avec, au sens large du terme. Et moi, je ne crois, plus j'avance, plus je crois que le jour où on comprendra, c'est pas demain, mais que dans le sexe, il y a toujours un peu d'amour, et dans l'amour, il y a toujours un peu de sexe, on pourra libérer la sexualité. Et là, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qui vous a ouvert. Oui, justement. Et puis, avec les amis que j'ai une très grande amitié, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que j'adore passer des moments avec eux. Mais c'est des amis, c'est une amitié très forte, comme si on a... Et pourtant, il y a eu du sexe. Oui, parce que ce sont des complices de votre intimité. Exactement. Oui, donc ça, malgré tout, nos amis sont rarement les complices de notre intimité, si ce n'est qu'ils peuvent être nos confidents, mais c'est pas du tout la même chose. Là, une espèce de simplicité à partager un désir et à le vivre de temps en temps, avec le respect du couple de chacun. Donc oui, ça crée cette complicité amicale qui fait que si le sexe est épanoui, je dirais juste dans une relation sexuelle épanouie, il y a forcément de l'amour. Mais je mettrais peut-être le mot épanoui. Je crois que malheureusement, l'acte sexuel peut se vivre dénué d'amour. Mais je rejoins Brigitte sur le fait que si on parle de sexualité dans le bon sens du terme, il y a de l'amour dedans, et dans l'amour, il y a du sexe, parce que le sexe est aussi amour, et c'est le sens de cette émission, il est aussi sacré. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais voilà, je suis très contente d'avoir découvert ça, et que ça puisse redonner du renouveau à notre couple, parce que on commençait un peu à se connaître. Mais vous savez, Lily, c'est tout simplement parce que la vie humaine, elle a besoin d'amour, mais elle a aussi besoin de désir. Sinon, on s'éteint. Et quand on est éteint, on devient intolérant, on devient aigri, on devient méchant, on devient je ne sais quoi. Et vous étiez dans une sexualité qui peut-être tournait un peu court. Il fallait remettre du désir ou de l'amour. Et puis ça a permis aussi de... En fait, parce que comme on n'avait pas vraiment d'éducation sexuelle à part entre nous deux, en fait, le fait de discuter avec d'autres, en fait, on a découvert autre chose. Il y a quelques cadenas qui ont sauté. Exactement. On a découvert que de faire l'amour ensemble, c'est pas juste, comme vous l'avez dit dans d'autres de vos émissions, c'est pas juste une pénétration. Et ça, on l'avait pas compris ensemble à deux. Et c'est en parlant avec des autres couples, ou même des gens avec qui on a juste discuté. C'est vrai, en fait, on l'avait pas vu comme ça. Et c'est à force de parler qu'on s'est dit, mais oui, en fait, ça peut se limiter aux préliminaires, ou à faire que des préliminaires pour l'un de nous, sans forcément qu'il y ait de retour, en fait. C'est une liberté, tout simplement. Oui, c'est ça, une liberté. Eh bien, bravo. Vous avez osé vous ouvrir à du nouveau, et c'est ça qui est bien. Mais merci beaucoup de votre témoignage, Lily. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Non, c'est nous. On fait une petite pause pour se retrouver avec notre C'est maintenant. Et vous pouvez, vous aussi, si vous avez envie de réagir, bien sûr, de prendre la parole sur Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Philippe Arlin, vous connaissez un petit peu C'est maintenant. C'est quelqu'un qui va nous dire quelque chose qu'il n'ose jamais dire, ou plus exactement qu'elle n'ose jamais dire, puisque c'est une femme qui est avec nous, qui s'appelle Annie. Bonjour Annie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Annie. Alors, vous avez du mal à parler de ce qui vous dérange quand c'est un sujet important. Vous n'osez pas prendre la parole, c'est bien ça ? Surtout quand il s'agit de sexualité, quoi. D'accord. C'est difficile pour vous d'évoquer des mots qui sont en lien avec le sexe ? Oui, de parler de ça, carrément.
Même à mes enfants, j'en ai jamais parlé. Mais on vous en a certainement jamais parlé non plus quand vous étiez enfant. En effet. Tout à fait. Et ça vous choque, par exemple, quand vous écoutez l'émission, si on parle de quelque chose d'un peu très sexe, est-ce que ça vous choque ou pas? Non, pas du tout. Bon, donc ça c'est déjà un bon point. Ça veut dire que c'est une inhibition dans le fait de pouvoir le dire, mais ce n'est pas quelque chose qui vous choque. C'est deux choses très différentes. Hein. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est, quelque part, c'est de parler de votre sexualité qui est tabou? Ou de parler de sexe en général? Oh ben, en général aussi. En général aussi. Ok, Oui, parce que j'en parle même pas ni à mes amis, ni à mon mari, à personne, quoi. Bon, rassurez-moi, vous en parlez pas à votre mari, mais vous le faites. Oui. Bon, voilà. Il a peut-être pas besoin qu'on lui en parle du moment qu'il en a avec vous. Parce que, Annie, là, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est est-ce que parfois, ça vous a bloqué ou ça vous a fait souffrir de ne pas pouvoir en parler? Eh ben, ça me bloque le fait de ne pas avoir d'orgasme. Je pense que je suis en train de travailler là-dessus avec quelqu'un. Et apparemment, ça viendrait de ma mère, quoi. Bah, votre mère, elle n'est pas responsable de vos orgasmes ou pas, hein. Bon, ça, non, mais ce que je veux dire par là. Elle ne répondait jamais à mes questions. D'accord, mais donc votre partenaire ne sait pas que vous n'avez jamais d'orgasme? Si. Donc vous avez pu en parler? Oui, on en parle à la fin de l'acte, en 2 mots, quoi. Ouais. Mais même quand il vous caresse le clitoris, tout ça, vous n'avez pas d'orgasme? Non. Si, maintenant, parce que peut-être du fait que je sois allée voir quelqu'un, peut-être qu'il est un petit peu plus attentif, mais je peux avoir des orgasmes, mais au bout d'une demi-heure, quoi. Donc vous en avez. Attendez, c'est important vraiment, et je vous le dis à vous, mais je voudrais vraiment que toutes les femmes l'entendent. À partir du moment où on a un orgasme, que ce soit en se masturbant toute seule, ou que ce soit au bout de très longtemps de caresses, qu'importe, on en a. Donc ça veut dire que... notre corps connaît le chemin. Après... Mais c'est pas systématique, hein. Il faut vraiment... Alors ça, je peux vous assurer, les chiffres sont là. Il n'y a pas 100% de femmes qui ont un orgasme à chaque rapport. Ça n'existe pas. Donc de toute façon... Alors après, il y en a plus ou moins qui ont plus... Il y en a pour qui c'est plus facile, j'ai envie de dire, c'est facile, voilà, tout simplement. Et elles ne l'ont pas forcément décidé, c'est plus facile. Et d'autres pour qui c'est plus laborieux, qui savent un peu par où passer pour y arriver. Puis d'autres pour qui ça vient quand ça veut venir. Bon. Alors, ce qui est intéressant, parce que vous m'avez dit deux choses. Hein. Vous m'avez dit, bon, j'ai du mal, ça vient pas vite. Et puis vous m'avez dit, ma mère répondait jamais à mes questions. Donc il y a tout un mystère pour vous autour de le chemin qui mène à l'orgasme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme c'est très mystérieux, comme il fait un peu noir, c'est difficile de le trouver, le chemin. Hein. Vous voyez l'image? Oui, c'est sûr. Donc cette image-là, il va falloir en mettre une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre une... Oui, vous allez mettre des lampadaires de chaque côté du chemin. Et tout doucement, vous allez vite le trouver, le chemin. Vous voyez? Oui, j'aimerais bien. Mais c'est possible. Oui. Excusez-moi une question. La personne avec qui vous travaillez, c'est un ou une psychologue ou sexologue? Oui, c'est ça. Psychologue? Pas sexologue, elle fait de l'EMDR, des choses comme ça. Alors, je pense que travailler sur la compréhension du pourquoi relève de la psychologie, mais mettre des lampadaires relève du sexologue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de physico-physique, de pratico-pratique. Il y a des explications à avoir justement qu'on ne vous a pas dites, qu'on ne vous a pas données, des autorisations à prendre pour visiter le chemin et voir par où ça passe. Il y a beaucoup de choses, et ça c'est un travail qui se fait avec le sexothérapeute. Oui. Parce que la réponse est liée à maman, j'entends, ok.
Maintenant qu'on a dit ça, bah oui. Puis maintenant qu'on a dit ça, on comprend pourquoi il fait noir sur le chemin. On n'a toujours pas de lumière. Alors le temps qu'on trouve les réverbères et qu'on arrive à amener l'électricité, votre mari et vous allez attendre longtemps. Donc voilà. Hein, parce que même en l'éclairant à la lampe de poche, à la lampe de votre intimité, on pourrait très vite, je vous le souhaite en tout cas, dans un travail avec un sexothérapeute, amener un cheminement vers votre plaisir. En gros, c'est un peu comme si on vous y emmenait et que vous saviez même pas où on vous emmène. On vous emmène les yeux bandés. Donc c'est pas toujours simple. Et puis des fois on trébuche quand on est les yeux bandés, donc du coup on n'a plus envie d'y aller. Donc là l'idée c'est de mettre de la lumière pour pouvoir avancer de vos 2 pieds volontairement vers ça. Parce que tout ça, ça doit passer par le corps. On est d'accord, l'orgasme, je sais bien qu'il y a des gens qui disent que c'est dans la tête. Non, c'est quand même dans le corps. Avant tout dans le corps, et la tête l'autorise ou pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans le corps, c'est le corps qui va ressentir et qui va avoir un orgasme. Mais en effet, la tête, elle peut mettre de la lumière ou au contraire... Elle peut censurer. Vous voyez, et ça sert à rien de comprendre pourquoi vous êtes censuré. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert, mais si on vous fait travailler par le corps, ça va aller plus vite. Oui. Vous voyez, c'est un peu comme si je vous disais, vous jouez au tennis, mais vous faites un mauvais mouvement parce que ça part pas de l'épaule. Bon. Ça vous fera pas avancer beaucoup, vous aurez compris pourquoi vous ratez la balle, mais c'est pas pour ça que vous la réussirez mieux le coup d'après. Par contre, si le prof vous prend le bras et vous montre le mouvement et vous fait sentir le mouvement, vous allez améliorer très vite votre compétition en tennis. Alors, vous voyez l'image ? Oui. Rassurez-vous, le sexothérapeute ne touchera pas votre corps. Ne touchera ni votre épaule ni ailleurs, mais en tout cas, il vous donnera des exercices pratiques. Parce qu'il faut que vous vous empariez du chemin. Le chemin n'appartient pas à votre mari, ni à votre mère, ni à personne. Il vous appartient à vous. Chacun a son chemin. C'est à vous de le connaître pour pouvoir le partager avec les autres et y inviter les personnes que vous avez envie de voir cheminer avec vous sur ce chemin. C'est-à-dire qu'il faut que vous ressentiez à quel moment votre corps ressent plus de plaisir, à quel moment ça monte, à quel moment ça redescend. Qu'est-ce qui dans votre tête se passe pour que ça monte ou que ça descende? C'est sûr que si vous pensez à maman, je suis sûr que ça va descendre. Non, mais on n'est pas inquiet, vous en faites pas. Si par exemple, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, il m'aime, il adore mon corps, etc., je pense que ça va monter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Dans votre tête, il va falloir mettre en place des choses qui vous aident à ce que ça monte. Et puis, il va falloir laisser le corps ressentir. Et par ça passe aussi par la respiration, ça passe par certaines techniques que les sexothérapeutes connaissent, mais que connaissent pas forcément les c'est pas leur métier, ou psychologue, d'apprendre ça, et c'est parfaitement respectable. Vous voyez ? Et je vous écoute souvent et vous parlez souvent de fantasmes, de tout ça. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas de fantasmes. Vous n'avez pas encore ouvert la boîte. Ouais. Mais c'est normal, maman, elle a la clé. Alors, il faut forcer la serrure un peu. Et puis, ce qui est gênant, et même si vous écoutez régulièrement les émissions, on projette sur les fantasmes, on s'imagine que les fantasmes, c'est un truc hyper compliqué, donc on est persuadé qu'on n'en a pas. Je serais peut-être surpris, si vous discutiez avec moi, de me rendre compte que, tout compte fait, parlons d'envie plutôt que de parler de fantasmes. Mais voilà, faut revenir à votre réel, à vous, et arrêter de vous disqualifier. J'ai pas de fantasme, j'ai pas d'orgasme, alors que vous arrivez à en avoir quand même. J'arrive pas à en parler. Je trouve que vous êtes très négative avec vous. En effet, oui. Ouais, voilà. Essayez de trouver une solution pour vous aimer mieux. Faites-moi plaisir, Annie. La prochaine fois que vous êtes avec votre compagnon, au moment où vous commencez à vous faire l'amour, enfin à vous retrouver, avant toute chose, vous vous dites « Je suis une belle personne et mon corps est un corps qui est un corps plein de sensualité. » D'accord ? Rien que ça, déjà, ça va vous aider. Ok ? Je vais essayer.
faut continuer. Vous savez, il y en a qui ont essayé 20 fois avant de réussir. Oui, il n'y a pas de recette miracle en sexualité, mais il n'y a pas non plus d'exercice qui ne paye pas. Si en premier essai, on considère que ça ne marche pas, ça finit et ça ne peut pas marcher. Il faut persévérer. Voilà. C'est pour ça que l'orgasme a bien une réalité physiologique, parce que quand on sait travailler le corps comme il faut, on finit par l'obtenir, à condition bien sûr qu'on n'ait pas des blocages trop profonds au niveau de la tête qui empêcheraient de ressentir le plaisir que ressent le corps. Merci Annie. Et puis vous pouvez réécouter en podcast, ça ne vous fera pas de mal. Ça va rentrer comme ça. Il faut écouter. Merci Annie, passez une bonne fin d'année. Merci à vous. Merci vous aussi, bonne fête. On se retrouve dans un instant avec le sexo-conseil. C'est quoi un rapport sexuel réussi? Vaste question. Et puis on va parler un petit peu d'intelligence émotionnelle avec Christophe Haag à l'occasion de la sortie de cette, j'allais dire bande dessinée. Non, c'est un livre, mais avec beaucoup de dessins. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors, c'est quoi un rapport sexuel réussi? Philippe Arlin, idéalement, on pourrait dire que c'est un rapport sexuel durant lequel les deux partenaires sont parvenus à l'orgasme. On pourrait dire ça. Moi, je vais être plus nuancée, j'imagine que vous aussi, oui. Évidemment. Un rapport réussi, c'est un rapport qui donne envie aux deux partenaires de recommencer. Je pense que je pourrais dire ça. Ça me va. C'est pas mal comme définition. Et donc, c'est pas nécessaire d'atteindre la perfection, qui serait donc l'orgasme pour les deux. Il suffit d'avoir du plaisir, de la jouissance, une bonne entente, avant, pendant, après. Oui, après, c'est aussi important, parce que, voilà. Et alors, ce qu'il faut absolument éviter pour que le rapport sexuel soit réussi, c'est la douleur, c'est faire quelque chose qui nous déplaît, qui nous dégoûte, qui nous inquiète. Qui nous contraint. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des nouvelles choses. Non, c'est explorer, c'est pas se contraindre. On est bien d'accord. Donc il faut rester détendu, mieux se connaître soi-même, mais aussi le partenaire. Et puis voilà, après... se laisser aller fait partie pour moi de la définition aussi d'un rapport sexuel épanoui. Voilà. Un endroit où j'ai pu me laisser aller, ce qui est pas... Si on y réfléchit bien, on se rendra compte que c'est pas si souvent que ça. Il y a pu y avoir des orgasmes, des moments où on s'est pas forcément pleinement laissé aller. Voilà. Et c'est important parce que sinon, on veut arriver dire au but avant de prendre le chemin. On dirige. Et donc, finalement, on passe à côté de ce qui est réellement un rapport sexuel réussi. Alors, l'intelligence émotionnelle, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et Christophe Haag le sait. Il est avec nous à l'occasion de la sortie de ce petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle, sorti aux éditions Albin Michel. Je vous le montre, Philippe Arlin. Et vous voyez, il y a plein de petits dessins, de tableaux aussi. Christophe Haag, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Alors vous Christophe. êtes un peu spécialiste de cette fameuse intelligence émotionnelle. Vous êtes docteur, professeur, chercheur à l'HDR à M Lyon et vous avez aussi cofondé l'entreprise Génération QE, qui veut dire, j'imagine... Coefficient émotionnel. Le quotient émotionnel. Comme il y a le QI, il y a le QE, le quotient émotionnel. Voilà. Vous avez déjà beaucoup écrit sur ces questions-là. Et là, vous avez eu envie, j'imagine, de faire un livre plus simple, plus grand public. Ouais, c'était l'idée, d'avoir quelque chose d'assez pédagogique pour expliquer déjà ce qu'est cette forme d'intelligence, comment elle se manifeste en nous, faire aussi un état de toutes les dernières découvertes scientifiques sur le sujet, qu'on soit en psychologie cognitive, neurosciences sociales, mais de manière extrêmement récréative. C'est pour ça qu'on a casté une dessinatrice qui est juste exceptionnelle, qui s'appelle Mélodie Danturc, et qui a fait les dessins, qui a eu un coup de crayon très moderne. Et ce qui est vraiment sympa, parce que ce livre, je l'ai en tête depuis à peu près 10-15 ans, et à chaque fois, je traînais un peu les pieds, je me disais, attends, là, il y a un sujet, j'étais plongé dans ma recherche, etc. Et je crois que c'était le moment, parce qu'on est aujourd'hui à une vraie maturité au niveau de la recherche en psycho-cognitive là-dessus, en psychologie clinique, bref, différents types de psycho. Et je voulais aussi donner beaucoup de conseils. Donc dans ce livre, non seulement on explique ce que c'est que cette fameuse compétence ou ces compétences émotionnelles, mais en plus on explique également comment les développer. Et là, j'ai essayé de
de constituer l'agence touriste, la A-team, comme on dit, outre-Atlantique. Alors déjà, j'aime bien la définition que j'ai retenue du livre. Alors, il y en a plus évidemment, mais vous dites c'est raisonner à partir de nos émotions. Et je crois que c'est assez clair pour tout le monde, l'intelligence émotionnelle, raisonner à partir de nos émotions. Et déjà rien que ça, il y a du boulot. Hein. Ouais, parce que il faut comprendre que l'émotion, c'est une information. C'est le facteur ou la factrice qui vient toquer à votre porte et qui a un message à vous apporter et qui est essentiel et qui vous dit des choses. Peut-être que c'est important aussi à dire, c'est d'abord un ressenti, une émotion. Oui, il y a un côté psychologique et physiologique. Donc effectivement, il y a un mélange, il y a une combinaison de différents éléments. Non, mais parce que déjà... moi, j'ai l'habitude d'écouter et je sais à quel point les gens c'est très complexe pour eux, l'émotion. Mais par exemple, quand on a peur, on le ressent dans le corps avant de réaliser qu'on a peur. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Oui, tout à fait. Donc vous avez des manifestations physiques, physiologiques, des tremblements, de la sudation, pas accélération du rythme cardiaque. Vous avez tout un tas de réactions qui sont là et qui vous préviennent en fait. D'accord. Et alors, si on va plus loin, donc pour essayer d'être vraiment clair pour les auditeurs, parce que je sais à quel point c'est compliqué pour les gens, l'intelligence émotionnelle. Donc, on ressent qu'on a quelque chose qui se passe dans le corps. C'est pas pour autant peut-être que tout le monde peut identifier qu'il a peur. Mais comment on raisonne si on arrive à identifier qu'il se passe quelque chose dans notre corps et qu'on sait même pas que c'est de la peur ? Qu'est-ce que vous diriez ? Vous savez, comme il y a des logiques mathématiques, il y a des logiques émotionnelles. Et donc là, il y a des années de recherche où on a réussi à, entre guillemets, craquer le Da Vinci Code de ces logiques émotionnelles un peu partout dans différents laboratoires dans le monde. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est doué, entre guillemets, de cette forme d'intelligence va être quelqu'un qui, une fois qu'il a identifié l'émotion, saura quelles sont les causes. Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi je suis anxieux ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis jaloux ? Pourquoi est-ce que je vis de l'espoir ou du désespoir ? Qu'est-ce qui fait que je suis rentré dans une phase de sérénité ? Oui, mais là, vous parlez déjà de l'intelligence émotionnelle, de quelqu'un qui est capable de raisonner. Mais moi la question que je pose, c'est comment on peut aider ceux qui nous écoutent à réaliser qu'ils ont peur, ou qu'ils sont en colère, ou qu'ils sont tristes, ou qu'ils sont joyeux, pour reprendre les 4 émotions principales. Je sais que vous insistez toujours pour rajouter le dégoût et la surprise. Hein. C'est bien, je me trompe pas, hein. C'est bien ça. Oui. Et ce qu'il y a en fait, c'est que vous avez tout un tas d'indices qui peuvent aider justement les personnes à identifier une émotion ou une émotion de base. Vous avez effectivement, donc on a dit, manifestations corporelles, il se passe des choses dans votre corps, des ressentis, même des fois c'est de l'ordre de j'ai chaud, j'ai froid, ici ou là dans mon corps. Vous allez avoir une tonification d'un muscle, ou alors un muscle qui va être plutôt un peu dans une phase léthargique, s'il fallait trouver comme ça une image. Mais vous avez également des indices dans le ton de la voix, dans la fréquence de votre voix, le débit de parole, le nombre de silences, l'accentuation, la phonation que vous allez utiliser. Il y a des mots aussi pour décrire les émotions. C'est-à-dire que quand on a peur, on peut dire « j'ai peur, je suis effrayé ». Il y a tout un vocabulaire émotionnel qui est autour de ça. Donc l'idée de ce livre, c'est vraiment d'éduquer, d'apporter une sorte d'alphabet émotionnel. Vous donnez d'ailleurs des tas de mots et des tas d'exemples. Hein. Moi j'invite vraiment les gens à lire votre livre s'ils ont du mal, parce que ça va les aider, hein, ce petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle aux éditions Albin Michel. Donc on voit bien qu'il faut travailler sur ces ressentis pour les analyser de manière plus immédiate, en quelque sorte. C'est ce que... Oui, tout à fait. Et quand on comprend que finalement, les émotions sont une force, qu'on peut les transformer en une action bénéfique, là, ça devient intéressant. Et donc là, on arrête de les fuir. Et c'est pour ça que dans le livre, moi, j'ai voulu faire appel aussi à des gens qui ont une espèce de sensibilité à ça. Donc vous avez Frédéric Lopez, vous avez Mélissa D'Acosta, vous avez Caroline Receveur qui parle un moment aussi de son cancer du sein. Et d'ailleurs, il y a des études intéressantes qui vous montrent que quand vous boostez, quand vous développez votre intelligence émotionnelle, eh bien, vous acceptez plus facilement le diagnostic par rapport à la maladie. Vous vivez plus facilement, entre guillemets,
toutes les phases médicamentées, vous allez avoir moins peur de la récidive, vous n'allez pas vous couper de votre cercle premier, qui est vraiment un cercle de sécurité psychique pendant ces phases de vie qui sont un petit peu compliquées. Bon bref, et l'idée c'était aussi de donner des conseils vraiment pratiques pour justement aider les gens. Et là, je suis allé, j'ai parcouru le monde, et donc j'ai allé à la rencontre du concepteur de cette intelligence, donc qui était le président de l'université de Yale, qui est un chercheur très connu qui compte en psychologie, qui s'appelle Peter Salovey. Je suis allé à Stanford voir le pape de la régulation émotionnelle, qui est James Gross, en Europe aussi, que ce soit à Genève, à Lyon, en Belgique, et j'ai demandé, quelque part, la feuille de route était simple. À ces esprits brillants, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez délivrer un conseil simple, pratique, facile à mettre en place pour n'importe qui, et qui serait votre conseil, entre guillemets, 5 étoiles, pour apprendre à mieux identifier les émotions, à mieux les comprendre, à mieux les intégrer dans la pensée, à essayer de mieux les réguler. Réguler, ça ne veut pas dire les refouler, c'est-à-dire en faire quelque chose. Et vous en avez mis des petits exercices pratiques, il faut s'entraîner à identifier ses émotions, en fait. Ouais, et puis l'idée, c'était de proposer des choses, vous savez, qui sont, entre guillemets, scientifiquement valides, solides, parce qu'on avait un petit peu marre de plein de choses comme ça qui étaient délivrées ici et là, qui étaient trébuchants. Aujourd'hui, on a des experts en tout. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment un fond de tarte qui est extrêmement solide et qui permet justement le rebond aux personnes et d'avancer en toute sécurité dans le développement des compétences émotionnelles, parce qu'il faut quand même le dire, l'intelligence émotionnelle, ça se développe. Il y a une étude récente qui montre même qu'après 65 ans, on peut développer son intelligence émotionnelle. Ce qui n'est pas le cas des traits de personnalité qui, au début du stade adulte, sont à peu près figés. Qui n'est pas le cas de l'intelligence analytique qui, globalement, après vos études, quand vous faites un test de QI, test de Wechsler, on les matrices de Raven, on devient plus con après 65 ans, ça c'est sûr. Oui. Non, je plaisante. On peut combattre cette sale connerie. Mais il y a des choses très très importantes que vous dites dans ce livre, notamment que sur le visage, quel que soit l'endroit dans le monde, on a tous les mêmes expressions pour exprimer la tristesse, la joie ou d'autres. Alors moi, je vous pose une question, vous avez le temps de la pause pour trouver la réponse. Et sur le plan sexuel, à quoi servirait l'intelligence émotionnelle ? Je vous laisse le temps de la petite pause pour trouver la réponse, Christophe Haag. Et puis Philippe Arlin, vous pourriez peut-être aussi nous en donner une bonne réponse dans un instant. Et bien sûr, on se retrouve sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Christophe Haag, vous êtes docteur, professeur, chercheur et vous êtes l'auteur de ce petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle aux éditions Albin Michel. De Philippe Arlin, d'abord, puis on redonne la parole à Christophe Haag dans un instant. En quoi bien connaître ses émotions, pour pas parler d'intelligence émotionnelle, ça peut aider dans la sexualité ? L'émotion, pour moi, c'est un point d'ancrage. Si je ne suis pas capable de m'ancrer dans mes émotions et de les identifier, je suis pas présent. Et donc, je vais pas être présent dans la sexualité. Les émotions, elles vont avoir ce rôle fondamental de me mettre ici et maintenant dans ce qui se passe vraiment pour moi. C'est moi, avec mes connaissances et mes mots, ce que je dirais de l'émotion indispensable dans la sexualité, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux être triste, tout ça a sa place dans la sexualité. Mais justement, il faut être capable de l'identifier et de l'accueillir. Et vous, Christophe Haag, en quoi l'intelligence émotionnelle peut nous aider dans la sexualité, justement ? Alors déjà, on sait, il y a des études qui vous montrent que si au moins un des deux partenaires est émotionnellement intelligent, vous allez atteindre une harmonie dans le couple, je veux dire tous les jours, mais également sur le plan sexuel, parce que vous rentrez en fréquence d'intimité plus facilement à l'autre, parce que vous êtes plus à l'écoute en fait, des ressentis, des sensations, des moindres petites modifications dans le comportement de l'autre, vous les saisissez et donc vous avez une espèce de mise à jour des cartes entre guillemets d'amour ou sexuel de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une émotion qui est précisément choisie, notamment pendant l'acte par les individus émotionnellement intelligents. C'est une émotion de base, on l'a évoqué précédemment, c'est la surprise. Quand quelqu'un est surpris, il y a la bouche en haut, les yeux écarquillés, en fait tout est ouvert, c'est journée portes ouvertes cérébrales. Et c'est à ce moment où l'autre finalement va être extrêmement réceptif à ce que vous faites. Et
comme ça, en fait, vous créez... Donc, quand il y a surprise, tout s'ouvre, d'où la nécessité d'avoir l'acte sexuel, puisque tout est ouvert. Exactement, si j'ai bien compris. J'allais y venir, effectivement, donc après, ça se passe aussi plus bas. Et vous avez cette ouverture c'est comme si un couloir, en fait, émotionnel s'ouvrait et vous connectez à l'autre. Et là, vous rentrez réellement... Mais Philippe Arlin, on le dit souvent, la surprise dans la sexualité, c'est une manière d'éviter la routine. Donc on est tout à fait d'accord. On est complètement d'accord et on rejoint complètement ce qu'on disait tout à l'heure sur notre définition de la sexualité sacrée. C'est justement cette capacité à être en émotion avec l'autre dans le décodage juste de l'émotion de l'autre, donc l'intelligence émotionnelle, qui crée ce diapason et qui va permettent d'aller plus loin ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, Brigitte, c'est qu'on sait aujourd'hui que quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, donc qui est vraiment en résonance avec ses émotions, celles des autres, est quelqu'un qui ment très peu. On est quand même aujourd'hui dans une société du mensonge, on le voit avec les fake news. Oui, ça c'est vrai, c'est très intéressant. Veut ressembler à son avatar, veut se donner une image parce que l'ego vous gonfle, qui est hyper, on va dire, la plus augmentée, j'aime pas cette expression, de soi-même. Alors que quand on est émotionnellement intelligent, on n'a pas peur en fait. On n'a pas peur de la critique, de son image, on accepte plus facilement les choses, on est plus facilement dans le vrai. Et quoi de plus important lorsque vous fusionnez avec quelqu'un d'être dans le vrai? Oui, on montre nos émotions, on n'est pas obligé de garder le masque, c'est intéressant. Oui. J'ai bien aimé aussi, vous abordez à nouveau la question de la culpabilité et de la honte, qui sont souvent confondues par la plupart des gens d'ailleurs. Oui. Ils mettent souvent d'ailleurs le mot culpabilité sur quelque chose qui ressemble plutôt à de la honte ou l'inverse. Oui. Et c'est vrai, j'essaie moi dans ce livre aussi de balayer un panel hyper large d'émotions. Effectivement, il y a la culpabilité, la honte, qui ont aussi leur utilité, mais à un certain dosage, comme la jalousie, comme l'envie. Alors peut-être parce que visiblement vous n'avez pas donné tellement la différence, mais donc je vais dire 2-3 choses. Vous me direz si vous êtes d'accord. La culpabilité, c'est plutôt par rapport à quelque chose qu'on aurait fait. La honte, c'est le regard des autres qui nous rend honteux. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est ça, le regard du groupe et c'est ce qui va peut-être vous exclure aussi du groupe. Donc effectivement, j'ai tout un laïus sur ces deux émotions-là et qui peuvent être, si elles ne sont pas comprises, qui peuvent être des émotions paralysantes. Totalement, bloquantes. oui, bien sûr. Surtout dans la question de la sexualité, une fois de plus, si on a honte ou si on se sent coupable, ça pose un verrou, évidemment. Mais tout ça s'oppose, non, justement, mais tous ces verrous, c'est ceux-là qui vont s'opposer au plaisir dans la sexualité. Si on parle d'un rapport épanoui, c'est un rapport où justement les émotions vont pouvoir être décodées, être comprises et être partagées. Alors, vous avez des explications en tant que scientifique, justement, Christophe Haag, pourquoi il y a tellement par exemple, de femmes qui, au moment de l'orgasme, se mettent à pleurer? Ou ça n'a pas encore fait partie de vos recherches? Alors, c'est pas précisément dans le cadre de mes recherches, mais n'empêche que ça peut être... On est là dans le registre de la manifestation émotionnelle. Donc là, on n'est pas tous égaux par rapport à ces manifestations. On n'a pas eu tous la même éducation. On n'a pas vécu dans un foyer avec le même, entre guillemets, QE parental. Moi, c'est une notion que j'aime bien parce que comme on parle du quotient... intellectuel, familial, le coefficient familial qui est l'indicateur pécunier, financier d'un foyer, moi je parle aussi du QE parental. Et ça, c'est à quel niveau les parents, en fait, sont à l'aise avec leurs émotions. Et ça joue beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez vécu dans un foyer où à chaque fois vous étiez réprimandé, s'il y avait un obstacle très fort qui était mis, s'il y avait des tabous intériorisés, s'il y avait des règles très strictes, quelquefois, ça peut être aussi un effet libératoire à un moment. Quelque chose qui a été tellement il y a quelque chose contenu. qui lâche. Oui, il y a quelque chose qui lâche, ça c'est sûr. C'est tout l'avantage. D'ailleurs, ça revient à ce que je disais du côté sacré de l'orgasme, où l'ego disparaît et qu'à ce moment-là, il peut y avoir toute une remontée de tristesse. Il y a une libération. En tout cas, et c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, je rassure toujours les femmes sur ce point-là. C'est plutôt bon signe, même si a priori, ça peut parfois déstabiliser le partenaire, évidemment. Alors, on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'extase, on peut pleurer d'euphorie, en fait. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une manifestation qui est propre
a un ressenti entre guillemets désagréable. Et il y a, pour certaines femmes, elles témoignent de larmes qu'elles n'associent pas à une émotion, justement. Et je pense pas que ça soit parce qu'elles ont une absence de lecture de leurs émotions, mais je pense qu'il y a aussi des larmes qui sont liées à une forme de tremblement du corps, qui sont vraiment une libération lacrymale physique. Parce que tout le corps est envahi, et c'est juste ça coule, ça se met à couler. Comme quand il fait très froid, par exemple, on peut aussi avoir les yeux qui pleurent, bien sûr. Mais c'est pas tout à fait le même... Non, on est sur une autre possibilité de larmes. Et devant l'esthétique, en fait, de la beauté de cette fusion, en fait, entre deux corps, c'est-à-dire on peut pleurer devant une toile d'un maître, on peut pleurer devant un film magnifique au cinéma, on peut pleurer devant un esthétisme charnel qui est absolu, en fait, à nos yeux. Donc on est aussi le miroir de la beauté des choses qui nous environnent. Donc c'est aussi une manifestation, quelque part, même esthétique. Donc il faut aussi accueillir nos pleurs. Alors en tout cas, ça s'appelle le petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle. Christophe Haag, merci d'en avoir dit 2 mots. C'est aux éditions Albin Michel. C'est vraiment sous forme de guide avec différents chapitres et avec peut-être la possibilité de mieux accéder à vos émotions, parce que on est tous des êtres avec des émotions, et c'est parce qu'on sait mieux les décoder, si je puis dire, qu'on va être peut-être plus vrai dans sa propre vie, même déjà vis-à-vis de soi-même. Merci beaucoup Christophe Haag, merci à vous. Brigitte. Merci Christophe. Philippe Arlin, il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission, la dernière de cette année 2025. On l'a dit, 2026, ce sera peut-être une année différente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure l'année, justement S'il y a un mur qui doit tomber dans le domaine de la sexualité, c'est le mur de l'enfermement de celui qui nous empêche d'explorer, qui nous enferme dans quelque chose de routinier, cette fêlure, même si c'est juste une fêlure dans le mur, qui laisse passer de la lumière et qui nous donne envie d'aller voir de l'autre côté, non pas d'aller voir quelqu'un d'autre, qu'on m'entende bien. Je vous la souhaite à tous, parce que c'est un magnifique élan de vie, c'est un magnifique élan de lumière, et on l'a dit tout à l'heure, cette lumière, elle peut être une ouverture à soi extraordinaire. Voilà, on va conclure peut-être avec ça. Finalement, tout est amour, tout est sexualité, tout est désir. Il faut s'autoriser à... Sinon, la vie est un petit peu, en effet, triste, routinière, et manque un peu de saveur. Ce serait comme le même plat, sans sel, sans poivre, sans rien d'autre que juste... de quoi se nourrir. D'ailleurs, on l'a bien vu quand on avait essayé de lancer des aliments juste pour se nourrir, ça n'avait pas beaucoup marché. Donc c'est peut-être la même chose avec la sexualité. Vous qui aimez tant faire des liens entre... mais je crois qu'il y en a un réel. Oui, absolument. Merci beaucoup Philippe Arlin. Merci Brigitte, à très bientôt. Bonne année à vous tous. Et on se retrouve début janvier. Je vais m'arrêter quelques jours pour en effet peut-être aussi savourer la campagne que j'aime tant et qui va me permettre de me ressourcer pour revenir encore meilleur l'année prochaine. Merci à tous aussi de ces quelques mois qu'on a passés dans cette nouvelle saison 2025, et on se retrouve tous bien sûr en 2026.